Les 10 000 pas, en fait, on est parti sur un acte commercial à la base. Ils ont perdu beaucoup de poids, mais ils ont tous leurs indicateurs de santé mentale aussi qui ont commencé à être altérés. On sait faire perdre du poids, mais globalement, notre corps ne veut pas perdre de poids. Et il y a des gens qui se pèsent tous les jours. Erreur fatidique. Homéostasie, c'est un mot que les gens utilisent, si tu devais le dire en un autre mot. Équilibre. On ne peut pas dissocier notre santé physique, notre métabolisme, avec notre santé mentale et sociale. On se compare pas aux autres, le mieux c'est de se comparer à nous-mêmes hier. Est-ce qu'on a fait aussi bien et est-ce qu'on a fait un tout petit peu mieux? Donc il faut aussi savoir que... Salut David. Salut Greg. Je suis très content de t'avoir. Merci. On a eu le temps d'échanger déjà un peu tous les deux. J'ai quelqu'un en face de moi qui est passionnant et passionné. On va passer un bon moment ensemble. David, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je suis David Thivel, je suis chercheur à l'université Clermont-Auvergne et je suis co-titulaire de la chaire Santé en mouvement Assurance Prévention avec le professeur Martine Duclos, dans laquelle on conduit des travaux sur le métabolisme, la gestion du poids, la régulation pondérale, et tout ça en lien avec la santé, l'activité physique et la sédentarité. Et donc on a créé cette chaire qui s'appelle la Santé en mouvement, qui se veut être une chaire de recherche internationale, mécénale, et on a eu la chance d'avoir un partenaire dès nos premiers jours pour pouvoir conduire l'ensemble de nos travaux. Avant de nous lancer dans l'épisode, je voudrais vous parler de notre partenaire du jour qui n'a rien à vous vendre. Il s'agit d'une association qui s'appelle Assurance Prévention, qui sont là uniquement pour nous sensibiliser aux risques du quotidien. Les risques à la maison, les risques de santé, les risques naturels, les risques sur la route ou même les risques numériques. La raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'ils mènent une grande campagne sur la santé mentale qui s'appelle « Je m'active pour ma santé mentale » dans le cadre de la Journée mondiale de la santé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une hausse majeure de l'anxiété, notamment chez les jeunes. Il y a tous ces enjeux liés à la santé numérique, liés aux réseaux sociaux, mais en même temps à la sédentarité. Et surtout, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour essayer de me sentir bien dans ma tête et dans mon corps? Et c'est justement à cette problématique globale qu'on a essayé de répondre aujourd'hui avec David. On va répondre à cette grande question, faut-il forcément suivre les recommandations en santé pour être en bonne santé? Par exemple, David, est-ce qu'il faut forcément faire 10 000 pas par jour pour être en forme? La science va forcément vous dire que faire 10 000 pas par jour, c'est bien. Mais est-ce que pour autant il faut atteindre les 10 000 pas? Il faut savoir quand même que ces 10 000 pas, il y a une petite histoire derrière. Il y a quand même longtemps, 60 ans, 1964, Tokyo accueille ses premiers Jeux Olympiques. Donc c'était des Jeux Olympiques d'été. Et là, il y a une industrie qui s'appelle Yamasa qui crée un podomètre, tout simplement, un espèce de podomètre pour compter vos pas. Truc très simple. Et ce podomètre s'appelle Mambokai. Et Mambokai, ça veut dire quoi? Ça veut dire 10 000 pas. Et en fait, on a fait un raccourci direct entre l'outil, le premier podomètre qui avait été proposé pendant ces JO, dont la campagne en plus, le slogan, c'était « Marchons 10 000 pas par jour ». En fait, c'est juste le nom de l'appareil. Et on a fait un transfert et aujourd'hui, tout le monde nous dit « faut faire 10 000 pas, etc. » Alors oui, il y a des études qui montrent qu'effectivement, quand on fait 10 000 pas, on va diminuer. Il y a une étude récente de 2023 là, qui montre que 10 000 pas par jour, ok, on diminue 23% nos risques de mortalité, par exemple, ou des choses comme ça. C'est énorme. C'est énorme. C'est génial. Néanmoins, est-ce qu'il faut dire à des gens qui font pas 10 000 pas, c'est pas bien? Que ça augmente de 23%. Et pas du tout. On a des études beaucoup plus récentes. Là, il y a une étude très récente qui est sortie la semaine dernière sur 7 ou 8 000 personnes et ils ont montré qu'en fait, à partir de 5 à 7 000 pas, on arrive à avoir des effets tout à fait significatifs sur notre santé. 5 à 7 000 pas par jour. Et puis, une étude de 2025 nous montre que 7 000 pas permet d'améliorer, on en parlait tout à l'heure, la santé mentale. Les risques de dépression. Donc du coup, ça veut dire que non, les 10 000 pas, en fait, on est parti sur un acte commercial à la base. Forcément, faire 10 000 pas, c'est mieux que d'en faire 2 000, on est d'accord. Par contre, pour la santé, avoir des effets sur le maintien et le développement de notre santé physique, mentale et sociale, tout est connecté. Et on a un dialogue intertissu aujourd'hui. Je rappelle que la convention de l'OMS qui parle de la santé, qui l'a définie, ça date de 48 déjà. Hein, et dedans, il y avait la santé physique, mentale et sociale. Et en fait, c'est clairement pas trois dimensions distinctes. Elles discutent. Et même en 54, le directeur général de l'OMS dira « Sans santé mentale, il ne peut pas y avoir de santé physique ». Et cette phrase, elle est hyper importante parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, et on l'a évoqué en aparté, on y reviendra peut-être dessus, que si j'ai une santé physique, je suis solide, etc., je m'entraîne, ou juste si je vais bien, ça dépend de la population physiquement, je vais avoir une super santé mentale. Oui, c'est vrai, je ne vais pas dire l'inverse. Par contre, l'inverse est vrai aussi, c'est que ma santé mentale va conditionner ma santé physique, ma résistance à la fatigue, ma capacité à l'effort, etc. Donc, tout est lié
Et aujourd'hui, on sait que le métabolisme osseux est impacté dans la régulation nutritionnelle, qui, elle, est impactée dans la régulation de ma santé mentale, qui, elle, va être impactée par ma petite leptine. C'est pour ça qu'il faut avoir cette vision transversale. Et que nous, moi, je suis expert de rien, spécialiste de rien. J'essaie juste d'avoir cette vision transversale et de dire, attention, j'ai plein de leviers. Si je bouge un levier, waouh, je vais bouger tous les autres aussi. Comment est-ce que je fais pour que, à la fin, le bilan de tous ces leviers soit le plus positif possible? Et on reviendra, j'imagine, aussi sur cette notion que tous les chiffres que je vais vous donner, ils sont très inter-individuels. Il y a une variabilité énorme. C'est pas les mêmes pour toi, c'est pas les mêmes pour moi et pour les gens qui vont nous regarder. Donc il faut aussi savoir qu'on ne se compare pas aux autres. Le mieux, c'est de se comparer à nous-mêmes hier. Est-ce qu'on a fait aussi bien et est-ce qu'on a fait un tout petit peu mieux? Ce que j'entends beaucoup dans ton discours, David, parce que ça fait un petit moment que toi et moi on échange avant l'enregistrement de ce podcast, c'est que j'ai l'impression que tu as souvent un double regard. Ce que nous dit la science, mais de ne pas tomber dans le piège des recommandations si on les sort du contexte dans lequel on les a trouvées, et de toujours ramener à l'individu. En gros, si je résume, et tu me corriges si je me trompe, quelqu'un qui aujourd'hui n'est capable de faire que 2000 pas, t'aimerais pas qu'il culpabilise de ne pas réussir à faire 10 000 parce que ça peut avoir un effet cascade sur autre chose? Mais c'est exactement ça. Je pense que déjà, il faut commencer à dire à quelqu'un qui fait 2000 pas que c'est déjà bien de partir de 2000 pas. C'est déjà la chose importante. Nous, très souvent, quand on a des participants ou des patients, quand on est plutôt en clinique, quand on commence à leur dire il va falloir qu'on se mette à l'activité physique, ils se voient avec des baskets sur un vélo dans une salle de muscu, ils reviennent pas. Typiquement parce qu'on ne leur demande pas de faire du sport, on leur demande de se mettre en mouvement. La chaire s'appelle la santé en mouvement. Et finalement, le mouvement, c'est quoi? C'est faire un pas de plus. C'est juste ça. Et il faut faire attention aujourd'hui quand on parle de la distinction entre être actif, être inactif et être sédentaire. Si je peux me permettre, je vais utiliser un exemple d'une étude qui avait montré en 2017 ou 2018, je ne sais plus, Ratalainen, ils avaient montré qu'ils avaient pris 3 groupes et ils avaient appelé ça les actifs. C'était des gens qui couraient 20 km par semaine. Actifs plus, ils étaient plutôt à 40 km par semaine. Et ils avaient appelé sédentaire le groupe qui ne courait pas. Okay. Et en fait, en réanalysant un peu les datas et en regardant, notamment, encore une fois, avec les travaux de la chaire, c'est vraiment le cœur de notre truc, ça, sédentarité, activité. On s'est rendu compte que non, quand on reprend les datas, tous les groupes étaient sédentaires. Ils passaient entre 7 et 8 heures par jour assis. C'est pas parce que je vais courir 20 km que je suis pas sédentaire. Et ça, c'est important. Par contre, on a aussi pu mettre en avant que les gens qui couraient 20 km, c'est pas pour autant qu'ils dépassaient les recommandations d'activité physique de 150 minutes par semaine, modérée à intense. Et pour autant, est-ce qu'on va dire à quelqu'un, c'est là où on n'était pas d'accord avec la conclusion du papier, est-ce qu'on va dire à des gens qui courent 20 km, vous faites pas assez? Bien sûr que non. C'est déjà très bien. Mais encore une fois, c'est ce profil activité physique, sédentarité qui est vraiment, vraiment très important. Et tu as complètement raison. Les recommandations, elles sont top, mais elles sont basées sur des données épidémiologiques. Elles sont pour la population générale, au niveau mondial, si on prend les recommandations de l'OMS. Néanmoins, est-ce que ça veut dire qu'on est obligé de les atteindre pour avoir des améliorations sur notre santé? Non. On a Dos Santos Barreta, je crois que c'était aux alentours de 2016-2017, qui avait fait une très belle justement méta-analyse et qui avait montré que tu n'as pas besoin d'arriver aux recommandations. Si tu augmentes un tout petit peu ton temps régulier d'activité physique, tu vas avoir des effets significatifs. Une autre étude la même année avait montré qu'effectivement, si on augmente de 14 minutes son temps d'activité physique, on peut avoir entre 10 et 22% de diminution de son risque de mortalité en fonction de l'intensité évidemment de ces 14 minutes. Si on a une intensité vigoureuse, ça veut dire que, moi j'aime bien dire aux gens, ce que tout le monde te dit, c'est pareil, les intensités, on fait quoi, comment on le sait? Oui. C'est très simple. À partir du moment où je commence à avoir des difficultés à parler pendant que je fais l'effort, je suis en train de rentrer dans de l'intensité modérée plus à vigoureuse. Donc si je suis à 14 minutes d'intensité vigoureuse, là je ne peux plus parler pendant que je fais l'effort, où j'ai beaucoup de mal, et j'améliore de 22% mes risques de morbimortalité. Donc tu vois qu'on est loin des recommandations qui nous disent chez l'adulte c'est 150 minutes par semaine d'activité modérée à intense, c'est l'OMS, elles sont très bien, c'est un très beau repère, mais néanmoins individuellement, ça colle pas à tout le monde. On n'y est pas du tout. Et c'est super important de montrer ça parce que sinon, on perd le sens qui est d'utiliser des recommandations pour dire aux gens de s'améliorer. Et c'est en ça qu'il y a 3-4 ans, Santé publique France a fait une très belle campagne de recommandations, pas qu'en activité physique, en nutrition aussi, je devrais dire en habitude alimentaire. Et ils ont dit améliorer, faire mieux, progresser. Ils n'ont pas donné de chiffres. Et c'est là où des fois, ça rejoint ce que tu disais. Nous, on est scientifiques, il nous faut des chiffres, il faut absolument qu'on ait des datas, des résultats. Mais d'un autre côté, notre travail, notamment avec la chaire, c'est d'arriver à le rendre
lisible pour la population et d'arriver à en faire quelque chose. Et moi, si je donne des chiffres à la population, des résultats, ils vont pas suivre. Par contre, si on leur dit, attendez, c'est très variable individuellement, l'objectif, encore une fois, c'est de faire un petit peu mieux qu'hier. Je te rejoins à 100%. Je trouve que de plus en plus, il y a une attente et un besoin de la part des gens d'avoir une réponse individuelle. Un peu dans le dire, ok, vos recommandations, elles sont bien, mais moi, concrètement, je dois faire quoi ? Il y a ce paradoxe des attentes de la population, de se dire, en gros, dans quelle direction je dois partir, mais montre-moi mon chemin à moi. David, avant que tu répondes à ma question, parce que je sens que tu avais envie de partir, je crois que je vais profiter de ta présence aujourd'hui, peut-être pour faire ce premier point ensemble, sur mettre les termes, un peu comme disent les jeunes, ce lien entre la santé physique, la santé mentale. Toi, tu as une spécialité qui est quand même assez typique, c'est sur le métabolisme. Et tu m'as dit, mais Grégoire, quand on parle de métabolisme, on parle de quoi ? Et là, moi, je me suis dit, ouh là 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 là, je crois qu'on a besoin qu'on revienne aux bases. David, je te laisse page blanche. Tu as en face de toi un étudiant de 19 ans qui a envie qu'on lui explique la physiologie des métabolismes et de repartir de zéro. C'est possible ? C'est possible, c'est une mission ardue, mais on va le faire de manière très simple. Les métabolismes, comme tu le dis, si on peut utiliser ce terme-là, ce sont des spécialités très différentes. Et en toute lucidité, je ne suis pas spécialiste de tous les métabolismes, on est très clair. J'essaye d'être un peu spécialiste du mien sur le métabolisme énergétique et la relation avec la prise alimentaire. Néanmoins, je pense qu'effectivement, en fonction de ce dont on parle, on va pouvoir parler du métabolisme osseux, par exemple. Tu vois, la matrice de résorption, formation osseuse, on y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est en lien avec le bien-être mental, etc. C'est ça qui est relativement fou. Je pense que ça sera ça le mot-clé de la fin, c'est que tout est lié. Tout est lié. On parle des métabolismes dans le métabolisme. Moi, j'aime expliquer à mes étudiants qu'en fait, on parle des métabolismes, de leur dialogue. C'est ça qui est super important aujourd'hui. On parle d'un dialogue intertissu. On a le métabolisme du tissu adipeux. On a le métabolisme de l'os, etc. Nous, on travaille sur le métabolisme énergétique. Tout ça, ça discute. Ça va discuter pour garantir quoi ? Ou essayer de garantir quoi ? Ce qu'on appelle finalement notre homéostasie. Et l'homéostasie, c'est pour moi la meilleure définition de la physiologie humaine. C'est qu'en gros, on se bat perpétuellement pour être à un espèce d'équilibre. Le problème, c'est qu'on n'est jamais au bon équilibre et qu'on n'a pas tous le même équilibre. Alors, sur ces 3 points, avant que tu ailles plus loin, ouais, bien sûr. Est-ce que tu peux me donner une définition du mot métabolisme ? Le métabolisme, ça serait pour moi toutes les actions et toutes les cascades physiologiques et biochimiques qui nous permettent d'arriver à un système de régulation ou d'adaptation. Si je devais trouver une métaphore, si tu devais trouver une métaphore... Les échanges entre deux pays ? Exactement, c'est exactement ça. Le métabolisme, si on prend par exemple le métabolisme énergétique, prends ton compte en banque. Tu as des sorties, à un moment donné, si tu veux rester à l'équilibre, il va falloir des entrées. Et ben, qu'est-ce qui fait que tu as eu des sorties ? Qu'est-ce que tu as acheté ? Quand ? À quel prix ? Avec quelle échéance ? Et puis par contre, comment est-ce que tu fais pour ramener cet investissement dans ton compte en banque ? Le métabolisme énergétique, c'est exactement ça. C'est toutes les cascades qui vont permettre à la fois de fournir, de donner, mais derrière de refaire ton stock. Et c'est exactement ça pour tous les tissus. Donc métabolisme, finalement, c'est quand il y a des échanges entre des grandes structures. C'est exactement ça. Physiologie, très simple. La physiologie, tu as des questions qui sont simples, mais qui ne sont pas si simples. La physiologie, c'est simplement, je pourrais presque dire que c'est la coordination entre tous ces métabolismes. C'est ça. Ou c'est le mode de fonctionnement du corps humain. C'est le mot qu'on donne, le mode d'emploi ça. IKEA, mais adapté au corps humain, on parle de physiologie. C'est ça. Pour faire, en fait, souvent on oppose physiologie à pathologie quand il y a le côté qui déconne. Exactement. Homéostasie, c'est un mot que j'entends beaucoup que les gens utilisent. Si tu devais le dire en un autre mot. Équilibre. Équilibre. Je pense qu'il ne faut pas aller chercher plus loin. C'est l'équilibre. On l'atteint jamais, rarement, mais on est en perpétuelle recherche de l'équilibre. C'est par exemple, j'aime beaucoup dire ça, que ce soit aux patients, aux participants ou à mes étudiants. Chaque fois, on cherche un équilibre pondéral. On sait très bien que tout le monde, le poids, c'est quelque chose d'important. Mais ton équilibre pondéral, il y a des gens qui se pèsent tous les jours. Erreur fatidique, parce qu'on est tout le temps en train de chercher cet équilibre et il ne se fait pas jour par jour. En fait, l'homéostasie, c'est un équilibre dynamique et incertain. C'est beau ça. Donc, ce qui veut dire que si je résume un peu ta pensée, une fois de plus, tu corriges si je me trompe. Toi, tu as un peu en tête tous ces métabolismes, donc tous ces échanges dans le corps humain. Ce qui se passe dans l'os, ce qui se passe dans le muscle, ce qui se passe dans le tissu graisseux, ce qui se passe dans la santé mentale, ce qui se passe dans l'assiette. Et de se dire, si jamais, par exemple, je veux être dans une perte de poids, mais que ce soit au détriment de ma densité osseuse, que ce soit au détriment de mon bien-être mental, certes, je perds du poids, mais je me déséquilibre d'un autre côté.
Et toi, ton job, c'est d'avoir le pas de recul et de se dire individuellement comment est-ce qu'on peut évoluer en tenant compte des grandes recommandations, mais individuellement, comment on peut évoluer en gardant une sorte d'œil bienveillant sur tous ces déséquilibres, équilibres qui s'enchaînent. Ouais, c'est un peu ça. Alors pour être très clair, faut pas que ça donne l'impression qu'on est spécialiste de tout ça. Encore une fois, on est très lucide et je suis très modeste là-dessus. J'aime beaucoup l'humilité des chercheurs. Non, mais il faut être conscient de ça. C'est une analyse, c'est une vision plutôt transversale, effectivement, comme tu le dis, même si on a des points de spécialité, évidemment. Néanmoins, je connais un peu le métabolisme osseux. Je suis loin d'être un expert du métabolisme osseux. Néanmoins, à un moment donné, quand tu veux parler de régulation pondérale et de régulation énergétique, notamment avec des patients, mais aussi dans la population générale, on sait très bien, tout le monde essaye ça. On ne peut pas se permettre de mettre en danger les autres métabolismes, comme on les appelait tout à l'heure. Donc à un moment donné, tu es obligé d'avoir cette vision transversale. Et oui, tu le disais, alors je vais prôner pour l'activité physique, évidemment, c'est mon background et c'est pour ça qu'on est là. Mais effectivement, perdre du poids, on sait faire. Maintenir le poids perdu, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? On en reparlera peut-être, il y a beaucoup de mécanismes compensatoires. Je veux bien que tu m'en parles là maintenant, comme ça, ça permet aux gens de Je reviendrai après du coup sur l'intérêt de l'activité physique, c'est important, mais c'est la même chose. On sait faire perdre du poids, mais globalement, notre corps ne veut pas perdre de poids. On parlait de ce métabolisme, on parlait de cette homéostasie. Qu'on soit en surpoids, ou avec obésité, ou avec un poids de stature normale, notre corps a cet équilibre pour lui. Si tu lui fais perdre du poids, il y a tout un tas de messagers. Il était une fois la vie, on n'a rien inventé. Il y a tout un tas de petits messagers qui vont monter à notre cerveau et qui vont lui dire « Attends, perdre du poids, ça veut dire diminuer tes stocks énergétiques. Par exemple, diminuer ton tissu osseux, tu l'évoquais tout à l'heure. Moi, je veux pas ça. Parce que ça veut dire que je me mets en péril. Si demain, je suis malade, si demain, il y a une famine, si demain, il se passe quelque chose dans ma vie, comment je fais énergétiquement pour tenir si tu es en train de m'enlever des réserves énergétiques ? Donc du coup, notre corps, il va faire quoi ? Il va avoir tous ces messagers qui vont monter, on appelle ça des mécanismes compensatoires, et qui vont aller dire à mon cerveau, s'il te plaît, il faut que tu régules. Et pour réguler son poids, pour revenir à son poids initial, il y a deux leviers. Le premier levier, c'est la prise alimentaire, et le deuxième levier, c'est la dépense d'énergie. Et donc ces phénomènes compensatoires font que si on entraîne une perte de poids de manière non maîtrisée, et l'activité physique joue un rôle essentiel là-dedans, notamment avec la masse musculaire, si on entraîne une perte de poids non maîtrisée, on va activer tous ces mécanismes. Ils sont de différents ordres. Globalement, j'aime à dire qu'il y a 3 ordres, il y a 3 voies, entre guillemets. Il y a la voie périphéro-centrale, donc c'est tous tes organes. Mon tissu adipeux, par exemple, il va discuter avec mon cerveau, avec une petite hormone qui s'appelle la leptine, une adipokine, donc le tissu adipeux, adipokine, hop, ma leptine, prend sa petite voiture, elle monte au cerveau et elle lui dit si j'ai plus ou moins de tissu adipeux. Et quand mon cerveau voit que mon tissu adipeux bouge à la hausse ou à la baisse, il va vouloir réguler. Et pour réguler, il va faire quoi ? Il va dire là j'ai 2 leviers, j'ai 2 manettes. Soit j'augmente ou je diminue mes dépenses d'énergie, soit j'augmente ou je diminue ma prise alimentaire. Et donc ça, c'était pour le tissu adipeux, mais on a les mêmes. Je t'en prie. C'est passionnant. Est-ce que ça veut dire, typiquement, que quand je suis en perte de tissu adipeux, c'est pour ça que mon corps il va réclamer de manger du gras ? Alors, il ne va pas forcément réclamer de manger que du gras, mais par contre, il va réclamer de manger de manière à rétablir ce tissu adipeux. C'est très clair. On a dit... Alors l'histoire de la leptine, tu m'as dit que j'avais carte blanche, j'y vais. Ah vas-y, c'est génial. L'histoire de la leptine, elle est assez géniale, c'est une histoire que j'adore, c'est que en fait, il aura fallu attendre les années 90 et 94 exactement pour en culture cellulaire. C'est un mec qui s'appelle Zhang, un chercheur qui était aux États-Unis en postdoc. Donc Zhang et Friedman, ils ont fait en culture cellulaire et ils ont excité des cellules de tissu adipeux. Et ils ont réussi à montrer qu'il y avait bien une hormone qui sortait, qui s'appelle la leptine et qui allait communiquer avec le cerveau. Pourquoi on en est arrivé là en 94 ? En fait, si on fait un peu d'histoire, il faut revenir dans les années 50. Dans les années 50, il y a 50-60, il y a 2 chercheurs, Hervé et Coleman. Et Hervé, ce qu'il a fait dans les années 50, c'est qu'il a pris des rats. Et il y a un rat, 2 rats en bonne santé. Il a pris un rat et il a fait une lésion hypothalamique latérale, ventrolatérale si je ne m'abuse. Il a fait une lésion hypothalamique. En gros, l'hypothalamus en croix, d'accord ? Et après, ce qu'il a fait, donc... il a fait une parabiose. Alors parabiose, c'est quoi ? On est sur de la recherche, ok ? Il les a fait un peu siamois de circulation sanguine. C'est-à-dire qu'il les a connectés d'un point de vue de la circulation sanguine. Et il s'est rendu compte de quoi ? C'est que le rat qui avait une lésion avait déclaré une obésité, mais l'autre qui était sain, lui, était devenu anorexique et perdait énormément de poids. Et il s'est dit donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui communique avec mon cerveau. Lui, son cerveau va très bien,
Et vu que le premier A peut pas communiquer, ben, il a double dose dans son cerveau. Donc, il semblerait quelque chose. On ne savait pas d'où ça venait. Il a juste établi le lien entre le cerveau et la circulation. C'est ça. Et dans les années 60, Coleman fera la même chose avec des souris OBOB, c'est-à-dire génétiquement modifiées pour déclarer une obésité plutôt en périphérie. Et du coup, il fait une parabiose et pareil, même constat, il se dit attends, c'est-à-dire que les messagers, en fait, ils passent d'une souris à l'autre. Donc, quand ça marche pas en centrale, il y a des problèmes de poids. Quand ça marche pas en périphérie, il y a des problèmes de poids. Il y a un messager. Il faudra attendre les années 90 pour qu'on découvre que ce messager s'appelle la leptine. En tout cas, c'est le principal qu'on connaît aujourd'hui. Et j'aime à dire aussi que souvent, on dit que la leptine, c'est l'hormone de la satiété. C'est pour en revenir à ta question, celle qui nous coupe la faim. Effectivement, elle est proportionnelle à mon tissu adipeux. Plus j'en ai, et normalement, plus mon cerveau devrait réguler à la baisse ma prise alimentaire, parce que je ne veux pas spécifiquement prendre de tissu adipeux non plus, quand il n'y a pas de pathologie, on est bien d'accord. Moi, j'aime à corriger un tout petit peu et dire ouais, ok, la leptine, elle a un rôle satiétogène, elle peut couper la prise alimentaire, mais elle a aussi un rôle sur le métabolisme énergétique. Elle ne fait pas que modifier la prise alimentaire, elle va réguler nos dépenses d'énergie, notamment l'activité physique spontanée, la thermorégulation, etc. Donc en fait, c'est juste pour te montrer que quand je vais perdre du poids, là on parle que du tissu adipeux, mais on pourrait parler de tous les tissus, hein, je vais modifier les stocks énergétiques, je vais modifier leur masse, etc., leur physiologie, mais en fait, il va communiquer. Cette masse va communiquer, cet organe va communiquer avec mon cerveau en disant « moi je ne veux pas réguler le poids ». Et donc quand on est dans ces processus de perte de poids, on va avoir tendance à vouloir le reprendre. Et il s'avère que, c'est un peu magique, l'activité physique permet de limiter ces phénomènes compensatoires. Et comme je te disais tout à l'heure, il y a 3 voies. Il y a cette voie qui est périphéro-centrale, c'est-à-dire c'est purement de la physiologie, c'est toutes ces petites navettes qui partent de mes organes en périphérie et qui vont dans mon noyau arqué. Périphéro-central, central, c'est tout ce qui est en lien avec le système nerveux noyau central. arqué dans l'hypothalamus. Ok, et périphérique, c'est tout ce qui est en dehors du cerveau et la moelle épinière. C'est les organes. C'est les organes, les membres, les nerfs. Exactement. Et donc, tu as cette communication, c'est-à-dire que mes organes qui sont touchés par la variation de poids vont envoyer des messagers pour communiquer avec mon cerveau. Et dans le cerveau, notamment dans le noyau arqué, tu as le mec avec la casquette, c'est le chef, il a les différentes manettes, et c'est lui qui dit, en fonction des messages que j'ai, je bouge les manettes de ma dépense et de mes apports, etc. Et on verra que pour la santé mentale, c'est pareil. Et puis tu rajoutes à ça une deuxième voie, qui elle est la voie neurophysiologique. Alors là, c'est mon cortex. Pour faire très simple, notre cerveau, il y a plein d'aires dedans. Et elles ont des rôles différents. L'aire du plaisir, on y reviendra peut-être, il y a toutes les aires de la récompense, il y a des aires impliquées dans la régulation de la dépense, de la prise énergétique, et ces aires-là, elles vont être plus ou moins activées, et elles vont aussi pouvoir jouer dans cette régulation. Et puis la dernière, qui à mon sens aujourd'hui est la plus forte, alors moi j'ai fait du métabolisme pendant longtemps, et je comprenais pas, je bougeais des hormones, et j'avais pas le résultat derrière qui était en lien avec l'hormone, etc. Et en fait, on s'est rendu compte de quoi ? C'est que tu peux bouger les métabolismes comme tu veux, si ton système hédonique, c'est-à-dire le plaisir que tu as, la récompense, c'est lui à la fin, et notamment dans notre société, qui le stimule au quotidien, c'est ce système de la récompense et du plaisir qui va prendre le dessus. Et il est hyper important pour notre sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la santé mentale passe notamment par cette balance entre mes attentes, mon plaisir, mon reward, la récompense, etc. Et c'est ça aussi qui va jouer beaucoup dans ma santé mentale. Et donc, pour finalement, je voulais faire court, je suis désolé. Ah non, mais c'est parfait. Franchement, dites-le nous en commentaire, mais moi je bois ces paroles, même les gars, non, c'est hyper intéressant. Hein. Donc, franchement, c'est fascinant. En plus, je vois la merveille dans tes yeux. Je suis presque content pour toi que tu aies cet espace pour le dire, parce que t'es passionnant. Je donnerai ça à mes étudiants, ça me gagnera du temps. J'aimerais que tu continues, David, sur cette lancée, juste parce que c'est passionnant. Mais si je devais imaginer justement, peut-être des leviers principaux ou des leviers où quand je les actionne, il y a moins de risques derrière. Tu saurais m'en donner quelques-uns ou pas ? Je vais t'en donner un qui me semble être important. C'est la masse musculaire. Ok. Pourquoi ? Alors oui, certes, on va dire, moi je prône l'activité physique, donc je pars sur la masse musculaire, évidemment, c'est une certitude. Néanmoins, la masse musculaire est responsable d'une énorme partie de notre dépense d'énergie. Notre métabolisme de repos, c'est la dépense d'énergie minimale nécessaire pour le maintien du bon fonctionnement de mon organisme. En gros, si je suis en dessous, c'est pas bon signe du tout. Dans les détails, juste pour l'expliquer aux gens, tu me corriges si je me trompe, je suis allongé sur mon lit, il faut que mes intestins tournent, que mon cœur tourne, que mon foie fonctionne, et ça me demande de l'énergie. C'est mon métabolisme de repos. C'est le métabolisme de repos. Il faut savoir que ce métabolisme de repos, il est principalement déterminé par ma masse musculaire. Donc ça veut dire que si je modifie ma masse musculaire, très clairement, je vais modifier ce métabolisme de repos, et je vais modifier le signal au cerveau pour lui dire si tout va bien ou pas pour le maintien des fonctions de mon organisme. Donc ça, c'est hyper important. Je peux faire un parallèle un peu con.
Est-ce qu'on pourrait imaginer que notre corps, malgré sa grande complexité, est un peu bête? Et est-ce qu'on pourrait imaginer, parce que je sais qu'au sein de ma communauté, il y a des gens qui sont très, comment dire, je vais les appeler les naturalistes, pas les naturistes, mais tu sais, qui sont des philosophes de ramener le corps à ce qu'il était avant. Est-ce qu'on pourrait imaginer que notre corps, il a noté dans son ADN que pour bien fonctionner, il me faut du muscle pour être chasseur-cueilleur, pour pouvoir survivre, mais qu'en même temps, dès qu'il y a du stock de gras, du stock d'énergie, de pouvoir le stocker pour pouvoir répondre à une maladie, à un stress, à une famine à venir. Ouais, alors la notion de un peu bête, je la comprends. Parce que finalement, on a l'impression que c'est relativement cartésien tout ça, hein. C'est je bouge une manette, il y en a une autre qui bouge, etc. Et que c'est des vases communicants. C'est beaucoup plus simple que ça parce que j'ai envie de dire qu'en fait, on a l'impression de savoir beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Ah ouais? Et du coup, ce que j'aimerais, tu me parles là, des chasseurs-cueilleurs, etc. et que je veux stocker. On n'est pas certain de tout, mais ce qu'on sait, c'est que par exemple, pourquoi est-ce qu'on a ces problèmes aussi d'obésité? On a clairement, et c'est ce qu'on dit avec nos collègues canadiens, on a clairement créé une société pour laquelle on n'est pas physiologiquement fait. C'est-à-dire qu'on bouge de moins en moins, une alimentation qui est abondante, qui est ultra transformée, etc. Notre corps ne voulait pas ça, hein. Génétiquement, on était programmé pour marcher plusieurs kilomètres par jour, même encore aujourd'hui. Donc, il faut qu'on fasse attention à ça. Par contre, à un moment donné, il y a eu des famines successives, et il y a eu beaucoup de personnes qui ont perdu la vie à cause de ces famines. Et il s'est passé quoi? C'est que les gens qui ont survécu à ces famines, c'est ceux qui finalement avaient un capital qui leur permettait de résister à ces déficits énergétiques importants. Et donc ça s'est transmis un peu de génération en génération, cette idée-là. Jusqu'au jour où en fait notre métabolisme, il n'est pas si bête que ça, et il a dit attends, chaque fois je me mets en péril. Chaque fois il y a à nouveau une crise, une famine, un truc. Moi je vais faire en sorte que demain s'il y a une famine, je suis au taquet, je suis prêt. Et du coup il s'est passé quoi? Il a commencé à dire je vais stocker. Parce que je sais que je vais le perdre, il va y avoir à nouveau un problème, une famine ou quelque chose. Ce que notre corps ne savait pas, c'est que l'homme a drastiquement changé son environnement. Il y a eu des changements sociétaux, industriels, etc. à ce moment-là, qui ont fait qu'on a commencé à rentrer dans l'ère de l'automatisation, de l'industrie, de l'alimentation abondante, c'est ce que j'expliquais. Et que du coup, dans la plupart des pays, en tout cas développés, les famines, il n'y en avait plus. Mais notre corps, maintenant, il avait changé, il avait dit je garde. Et c'est ça qui est relativement compliqué aussi aujourd'hui, c'est que on a ce métabolisme qui est fait pour stocker, en prévision de, pour la survie. Mais en fait, on n'est pas en péril comme on l'était il y a plusieurs siècles aujourd'hui. Et c'est relativement catastrophique. Et c'est pour ça que j'insiste sur cette phrase. On a créé une société pour laquelle on n'est pas physiologiquement fait. Et aujourd'hui, on le voit, on développe beaucoup de choses qui sont liées avec une sédentarité, une automatisation, l'alimentation est de moins en moins bonne, etc. Alors qu'on devrait développer des modes de vie beaucoup plus actifs. C'est ce à quoi s'emploie à la fois l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, mais aussi les travaux de la chaire, d'essayer de dire, eh ben ouais, la sédentarité, aujourd'hui on sait que la sédentarité, c'est presque le fléau premier avant de promouvoir l'activité physique. Il faut toujours promouvoir l'activité physique. Mais moi j'aime à dire que on est c'est pas notre corps qui est bête, c'est un peu l'évolution de l'homme. C'est-à-dire que Aristote, c'est quoi, moins 340, 350 avant Jésus-Christ, et il disait déjà, les gars, bouffez bien, dormez bien, bougez bien, et vous serez en bonne santé. On est en 2025. On ne peut pas dissocier notre santé physique, notre métabolisme et cette recherche d'homéostasie, et surtout la mise en péril de cette homéostasie avec notre santé mentale et sociale. C'est une évidence. Et la masse musculaire, on y reviendra j'imagine, mais joue un rôle absolument majeur là-dedans. Avant de revenir sur la masse musculaire, concrètement, ça c'est dans des cas extrêmes. Aujourd'hui, quelqu'un qui... on a déjà fait un épisode sur les TCA, je sais que c'est pas ta spécialité, on va pas forcément y revenir, sur les troubles du comportement alimentaire, ou juste quelqu'un qui se mettrait au régime, on voit des modifications au niveau de sa santé mentale si jamais il est vraiment en déficit. Oui, ça va dépendre aussi du type de régime. Et je pense que tu as utilisé un mot qui est très important aussi. On parlait de recommandations tout à l'heure. C'est pas une reco chiffrée, c'est un espèce de conseil. Tu parles de déficit. Il faut faire attention à ce déficit. Le degré de déficit qu'on va engendrer pour perdre du poids est absolument super important. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des phénomènes compensatoires. Toutes ces petites manettes. Et plus le déficit va être drastique, et plus ces manettes vont s'activer vite et fort. Donc ce déficit est important. Et oui, effectivement, on le voit, on a des problématiques de santé mentale qui peuvent apparaître. Alors, pour les patients, quand ils perdent du poids et qu'ils arrivent à tolérer ce poids, cette perte de poids, parce qu'ils sont très bien accompagnés, on voit évidemment une amélioration
important de la santé physique, mentale et sociale. C'est génial, hein, les résultats post-chirurgie bariatrique sont absolument incroyables. Maintenant, en pharmacon, on commence à avoir des résultats relativement intéressants. Mais néanmoins, leur santé mentale est aussi dépendante de cette perte de poids. C'est-à-dire si jamais ils viennent à en reprendre, etc., ça peut devenir compliqué. La variation de poids sur la santé mentale, je ne pourrais pas forcément t'en dire plus sur les TCA, comme tu le disais. Alors, je ne vais pas parler de troubles du comportement alimentaire, mais par contre sur le contrôle cognitif de notre alimentation, qui est en lien avec les aires du cerveau dont on parlait tout à l'heure, et de notre récompense. Quand on va perdre du poids, si on n'est pas bien accompagné, on risque d'augmenter ce qu'on appelle notre restriction cognitive. Donc, c'est notre capacité à s'auto-restreindre. Alors, quelque part, on va dire c'est plutôt bien, parce que ça veut dire que je suis capable de gérer. Moi, je fais une distinction entre la gestion et la restriction. Vas-y. La gestion, c'est quand tout se passe bien. Je suis capable de le faire sans une contrainte psychologique qui, là, peut altérer ma santé mentale. La restriction, c'est un effort cognitif permanent qui, lui, va me mettre en danger de déclarer potentiellement ce qu'on appelle une perte de contrôle alimentaire derrière. Donc, dès qu'on aura un événement de santé mentale, une santé mentale altérée ou un événement de vie compliqué, et ben tout de suite ça va réactiver toutes ces voies de la récompense, etc. Et on va repartir sur une perte de contrôle alimentaire. Donc encore une fois, j'ai l'impression des fois de tourner un peu en rond. Ah non, je te jure. En fait, tu n'imagines pas à quel point... J'entends que toi, tu as la sensation de tourner en rond, mais tu n'imagines pas à quel point... Enfin, moi, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Parfois, tu nous redonnes des informations sous 2-3 formes différentes et nous, ça ne fait que valider de « Ok, je comprends ce qu'il nous dit ». Tant mieux, mais je pense que la conclusion, c'est vraiment celle-ci, c'est de dire tout est lié. Tout est lié. Et l'activité physique est au centre de tout ça. Alors on va me dire oui, mais la nutrition, la diététique aussi. Oui, évidemment. Mais si je regarde un peu, l'activité physique peut aussi réguler ma prise alimentaire, ça peut aider. Je vais revenir du coup sur 2 points juste après avant d'aller sur la masse musculaire. Finalement, là on parle de restriction. Est-ce qu'on a des modifications de santé mentale, non pas quand on est sur de la restriction, mais quand on est sur du trop et sur de l'excès. Et ma deuxième, c'est on a parlé des gens qui sont trop sédentaires, on a parlé peut-être des gens qui sont en restriction, ou on va en parler ceux qui sont dans l'excès, mais j'aimerais aussi qu'on évoque après la santé mentale des gens qui cochent les bonnes cases des recommandations physiques et alimentaires. Je pense plutôt à un profil de public qui serait plus jeune, qui s'entraîne 5 fois par semaine, qui ne se sent pas dans la restriction et qui est plutôt dans une bonne gestion de son alimentation, mais qui se sent pas très bien dans sa peau. Donc tu vois, on a 3 profils. Avant de venir sur ça, j'ai un exemple pour toi. On en avait parlé la semaine dernière avec Mathias, qui est juste là, qui est un de mes cadreurs. Je peux parler de ton histoire ? Bien sûr. Oui. Mathias, c'est un mec, il a la tête bien faite. T'as 23 ? Là, j'ai 20 ans. 20 ans, tu vois. Il a la tête bien faite, il s'est mis à la muscu. Tu t'entraînes 5 fois par semaine ? 4 fois par semaine. 4 fois par semaine, il s'entraîne bien. Et il est sur un principe de monodiète. Donc en gros, il mange toujours la même chose. Puis autour de la table, on était quand même un peu surpris de dire mais Zio, ça fait combien de temps que tu fais ça ? Depuis septembre ? Ça fait depuis septembre. 6 mois. Et on était tous un peu surpris de dire mais non, tu manges toujours la même chose, t'as pas peur de t'emmerder ? Et il nous a répondu avec un sourire comme ça en disant moi j'y prends un plaisir dingue. En fait, je prends toujours la même chose, c'est pas hyper varié, mais en fait quand je vois mon Tupperware, je suis content de manger ça. Et tu vois, ça m'a fait penser à ton premier point qui est de dire, en fait, l'adaptation hédonique, enfin pas l'adaptation hédonique, j'ai fait un lapsus avec la vidéo de Cyrus dont on a parlé, mais en fait, les drivers de plaisir sont quasiment supérieurs parfois aux autres formes de métabolisme. Ouais, alors moi je vais faire gaffe à ce que je dis, fais de la muscu 4 fois par semaine, il est juste derrière moi, donc je vais pas dire de trucs qui vont le contrarier. Oh, tu risques là, c'est de la muscu. Moi je fais du jiu-jitsu brésilien et là c'est beaucoup plus dangereux. Non, globalement, je pense qu'il faut faire attention à qu'est-ce qui va driver ma récompense. Est-ce que c'est le Tupperware lui-même et ce qu'il y a dedans ? Ou est-ce que c'est la connaissance, la conscience de ce qu'apporte le combo entre mon entraînement et cette diète-là qui me satisfait ? Il fait oui de la tête, j'allais te dire, c'est plutôt ça. Ouais, toi, ce que t'aimes, c'est ce côté un peu construction, ingénierie de toute l'histoire que tu racontes. Ouais, en gros, la question est aussi relativement simple. Si demain, je te mets une super raclette devant les yeux et que toi, tu manges ton Tupperware et qu'on mange tous une super raclette, ça va te faire quoi ? Je veux pas la réponse. Mais globalement... Tu vas bien le vivre, non ? Ouais, je vais bien.
Ah, il le dit quand même un petit peu. Non, parce que je pense que t'es pas trop fan de raclette, c'est plus ça le souci. Ouais, non, ou qu'importe. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûr que là, ce soit l'alimentation qui est dans le Tupperware, le driver de la récompense et de sa santé mentale. Pour le coup, si on extrapole à la santé mentale, on n'en est pas là, il n'y a pas de souci. Mais c'est plutôt le combo de dire j'ai un objectif et ce sont mes outils. Et je suis heureux de respecter ces outils-là parce que mon objectif continue et progresse. Pour faire simple, toi aujourd'hui chercheur et toutes tes connaissances, je crois qu'on se rejoint sur ce sujet. Moi j'ai parfois des gens qui quand ils me racontent leur parcours de soins, santé, bien-être, sont pas dans les recos, mais ils sont heureux. Et qui me disent qu'est-ce que je pourrais changer. Et moi leur réponse c'est de dire vous êtes heureux? Oui, bah, ne changez rien. Tu me rejoins là-dessus ou pas? Ouais, complètement. Je pense que ce qui est important, c'est d'être heureux. Par contre, il faut faire très attention à quelque chose. C'est qu'en tant que praticien, chercheur, clinicien ou qu'importe, il faut qu'on fasse attention d'expliquer à des gens que vous pouvez être heureux et avoir des risques Oui, bien sûr. d'insulinorésistance, etc. Donc là, il va quand même falloir faire attention. Par contre, le gros risque, et c'est là où on est en difficulté, hein, c'est que ces gens-là, va falloir trouver des solutions pour les aider à améliorer leur état de santé, métabolique dans mon exemple, sans altérer leur bien-être quotidien. Oui, c'est ça. Et là, c'est chaud. Merci Là, de ça me devient rattraper parce que compliqué. je pense que dans ma formule, c'est les gens ne sont pas non plus complètement aux fraises dans les recos. Je vous parle Ouais. pas de gens qui sont complètement sédentaires. Ouais. C'est des gens qui sont un peu à côté, mais pas complètement à côté. Tout à l'heure, j'ai évoqué le lien possible, et j'aurais bien aimé que tu m'expliques le lien possible entre la santé mentale, le surpoids et l'obésité. Est-ce qu'il y a un lien sur ça? Oui, très clairement, il est bidirectionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à voir souvent l'impact du surpoids, de l'obésité, des pathologies métaboliques sur la santé mentale. Il est clair, il est évident, on y reviendra rapidement. Non, bah, vas-y. Et effectivement, la modification de l'image corporelle, les difficultés fonctionnelles qui vont être liées à ces pathologies métaboliques vont forcément altérer ton quotidien, ta santé mentale, ta sociabilisation. Il y a énormément d'études là-dessus. On le sait, c'est pas vraiment nouveau. Par contre, il faut aussi prendre en considération que ça marche dans l'autre sens. Aujourd'hui, finalement, l'obésité avec une raison génétique, c'est pas du tout l'obésité majoritaire. Et on a beaucoup d'obésité, de surpoids, de troubles métaboliques qui sont liés à des troubles sociaux ou des événements de vie, etc., qui vont faire que pour coper avec ces événements de vie, on va aller chercher une récompense, un réconfort ailleurs. Et parfois, ça peut être, souvent, dans ce cas-là, ça peut être sur l'alimentation et ça va favoriser le développement de ces pathologies-là. Je veux bien, tu as utilisé un mot que je trouvais hyper intéressant, tu as dit coper. On parle de coping, tu peux me le Ouais. développer s'il te plaît? La notion de coping, c'est comment est-ce qu'on arrive à gérer, à affronter, ou en tout cas à se confronter à une difficulté. C'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure avec le métabolisme. Pam, j'entraîne une dérégulation de mes stocks énergétiques, mon homéostasie va être obligée de réguler et donc quelque part va mettre en place des systèmes de coping pour arriver à réguler des stratégies. Et c'est exactement la même chose par rapport à la santé mentale. Quand on a des altérations de notre santé mentale, quand on a du stress, par exemple, tout simplement, des événements de vie, de la tristesse, chacun va réagir très très différemment, mais très souvent, on va avoir tendance à avoir besoin d'aller activer ces aires du réconfort et de la récompense, et mine de rien, surtout dans notre société, qu'est-ce qui va activer ces aires-là? C'est l'alimentation et pas la table, notamment. Est-ce que ces stratégies peuvent parfois être des stratégies qui nous desservent, des stratégies négatives? Oui, bien sûr. Par exemple, si tu vas chercher à réactiver ces aires du réconfort à travers l'alimentation, tu vas tomber dans une alimentation excessive. Évidemment qu'on va avoir des répercussions sur le poids. Mais on a la même chose avec l'activité physique. Les gens qui se mettent dans une routine d'activité physique très intensive, il y en a quand même une partie où c'est lié aussi au fait que c'est un moyen pour eux d'aller activer cette dopamine et d'aller activer ces circuits de la récompense et ça leur apporte quelque chose, ça va activer ces aires et souvent c'est pour pallier aussi à d'autres difficultés. Donc encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, santé mentale, événements de vie et nos comportements qui là vont avoir des répercussions sur notre métabolisme, tout ça c'est lié. Est-ce que ça explique aussi que parfois ce soit des sujets qui soient si sensibles? Parce que finalement, ces stratégies, sans rentrer dans la psychologie de comptoir, imaginons que quelqu'un a subi un trauma dans son enfance, trauma grave, qu'elle le porte en elle en permanence, et que quand il y a quoi que ce soit qui va faire écho de manière consciente ou inconsciente à ce trauma-là, son coping, sa stratégie pour pouvoir diminuer ce tsunami émotionnel passe par le sport, passe par la bouffe, passe par la clope. Ouais, évidemment, et t'as pris, je crois que t'as mentionné l'aspect inconscient, et c'est vrai que plus qu'inconscient, ce qu'on en est conscient, c'est incontrôlé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ta solution, c'est ta bouée, et tu en as
besoin. Et c'est pour ça qu'il y a un énorme mouvement aujourd'hui qui vise à arrêter de stigmatiser ces comportements-là. Parce qu'ils sont, à un instant T, ils sont nécessaires C'est pour une la stratégie de personne. défense en C'est fait. une stratégie de défense. Et je rappelle ce qu'on disait tout à l'heure, notre corps va perpétuellement essayer de se défendre et de se protéger. Et c'est une stratégie pour aller activer ces aires du cerveau qui font que, ok, j'arrive à ressentir un peu moins cette pression, ce stress, etc. Donc oui, exactement, c'est absolument lié. Et encore une fois, il faut regarder tout ça dans la bidirectionnalité. Les amis, je prends juste 20 secondes de pause pour vous dire que si jamais vous aimez tout ce qu'on évoque aujourd'hui avec David et que vous avez envie d'aller plus loin, je vous mets directement en description les liens pour aller sur le site internet et sur les réseaux sociaux d'Assurance Prévention. Sur leur site et sur leur réseau, vous allez retrouver plein d'astuces pour votre santé mentale, sur des gestes à faire au quotidien ou sur des petites habitudes de vie pour prévenir les fameux risques que j'évoquais en début. Les risques de santé, les risques sur la route, les risques liés aux risques naturels, les risques d'accidents domestiques ou les risques numériques. Donc les liens sont dans la description si jamais vous voulez aller plus loin. Je sais que là pour le coup je sors de ta spécialité, mais j'aimerais bien avoir ton avis plus personnel. Oui. Est-ce que parfois on peut trop se défendre ? Je vais sortir du contexte. Nous en tant que kiné, on a par exemple la kinésiophobie. Quelqu'un qui à un moment donné, lors par exemple d'un port de charge, a eu une vive douleur et du coup son comportement, son coping, sa stratégie, ça va être de ne plus porter de charge, de ne plus aller dans l'amplitude de mouvement parce que son système nerveux central va le protéger pour éviter de nouveau d'y être exposé. On va trop le protéger. Et nous, notre job, justement, c'est de déconstruire une partie de cette protection, de l'encadrer pour réintégrer du mouvement. Plus complexe. J'imagine que je sors peut-être de ta spécialité, mais est-ce qu'on pourrait avoir il y a deux de choses. trop de protection qui T'as m'empêche de raison. bouger ces leviers? Il y a- C'est ça ma question. Il y a la protection expérientielle, c'est-à-dire que j'ai eu ce problème de douleur, et donc mon cerveau a enregistré ça et va me mettre des barrières pour éviter de le revivre. C'est ce qu'on appelle avec l'alimentation l'aliesthésie, par exemple, très mauvaise expérience avec certains aliments, je peux absolument plus en manger, alors que peut-être que j'aurais pas cette même expérience tout de suite. Et puis après, par contre, on a aussi ce qu'on appelle la notion de... alors moi j'appelle ça la théorie de l'ours, ça sort peut-être un peu du cadre, mais la théorie de l'ours, c'est que déjà on est programmé pour ne pas aller se mettre en danger. C'est-à-dire que même quand tout va bien, admettons, je vais te donner un exemple, aujourd'hui Greg, je te fais faire une VO2 max. Une VO2 max c'est quoi ? C'est je te mets sur un vélo, j'augmente la difficulté et je veux que tu ailles au max de ta capacité. Normalement, si vraiment tu vas jusqu'au bout, et te connaissant un tout petit peu, tu iras jusqu'au bout, tu vas finir épuisé. D'accord ? Et techniquement, on ne te fait pas descendre du vélo tout de suite parce que tu ne devrais pas tenir vraiment très très bien sur tes jambes si tu es allé jusqu'au bout, etc. Il y en a même qui le font sur tapis, on les attache, etc. pour pas qu'ils tombent. Néanmoins, je te fais faire cette VO2 max, t'es éclaté, tu descends du vélo, t'es par terre, t'es en train de rechercher ton souffle, etc. Je fais rentrer un ours dans la salle, tu vas sortir par la fenêtre en courant. Ça veut dire que quelque part, notre corps, il garde toujours, en tout cas, on a cette zone de réserve, même quand tout va bien, qui nous permet de pas aller au max au cas où. On est encore dans ce fameux au cas où il se passe un truc. On parlait tout à l'heure des famines, là c'est pareil, c'est au cas où il y a un danger. Et du coup, il y a aussi ce que je disais, ça c'est naturel, puis on a cet aspect expérientiel. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose qui fait que je vais encore plus me mettre dans cette zone de protection au cas où. Et on le voit très bien, regarde le marathon des Jeux Olympiques, chaque fois, les mecs, t'as l'impression qu'ils vont abandonner dans les 2 derniers kilomètres, ils sont dans un état pas possible. Il reste 400 mètres, moi déjà c'est monstrueux tout seul, les 400 mètres, j'ai pas besoin d'en faire 42 avant. Et il accélère. Et il a le sourire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est rentré dans autre chose. Il a passé cette zone de limite physique et il va pouvoir quand même aller plus loin. On revient sur ce cerveau, cet hédonisme, il prend son plaisir, il est au taquet de dopamine et il y est. Donc oui, tu as raison, il y a cet aspect où je vais me mettre en sécurité. Mais c'est physiologique et c'est normal. Par contre, comportementalement, c'est difficile à faire changer. D'où si jamais on a une problématique, on ne peut pas se tromper à aller consulter et avoir un suivi un peu global. Il ne faut pas se tromper en consultant, c'est le plus important. Je vais revenir finalement à la masse musculaire. Depuis tout à l'heure, on pousse, on en revient. Donc je t'avais demandé, de tous les leviers, quel est selon toi le plus important, le plus safe et celui qui permet de tout basculer. Donc quel est selon toi ce levier de la masse musculaire ? Pourquoi est-ce qu'il est si important ? Il est si important parce que c'est celui qui nous permet le mouvement. C'est celui qui va nous permettre de dépenser de l'énergie. Donc déjà, à partir de là, c'est très bien. Mais c'est surtout que mobiliser cette masse musculaire, c'est aller rompre avec ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on est tous les deux tout de suite, c'est-à-dire cette fameuse sédentarité. Quand je suis sédentaire, c'est pas simplement rester assis et ne pas bouger, c'est aussi ne pas utiliser
cette masse musculaire et cette contraction musculaire. Et ça, c'est relativement important. On en parlait par rapport à... On va faire le lien avec la santé mentale à nouveau. On a dans l'organisme, par exemple, des accumulations de certains métabolites, de certaines enzymes, qui peuvent avoir des effets positifs. Je pense à la kynurénine, par exemple, qui a des effets hyper positifs par rapport aux maladies mentales et de protection. Néanmoins, dans le cadre de maladies inflammatoires, on a une accumulation de cette kynurénine. Et cette accumulation va avoir un effet opposé. C'est-à-dire que quand j'en ai trop, eh ben, ça va limiter la connexion entre mes neurones, l'activité de mon cortex cérébral, et ça peut, si c'est chronique, entraîner des troubles de la santé mentale, des facteurs dépressifs, etc., des symptômes dépressifs. Et ben, l'activité physique, par la sollicitation de cette masse musculaire et notamment squelettique, donc le muscle, va faire quoi ? Un truc très bête, elle va pouvoir activer ce qu'on appelle un petit acteur qui est le PGC1 alpha. Je rentrerai pas dans les détails, mais PGC1 alpha, il nous sert à quoi ? Il permet, lui, d'activer la kynurénine aminotransférase. Alors pour faire très simple, c'est un bonhomme qui active un autre bonhomme, et cet autre bonhomme, il va choper la kynurénine qui est en excès, et il va la casser en deux. Et en la cassant en deux, il fait... on a de l'acide kynurénique. Et en fait, cet acide-là, il ne peut pas passer la barrière entre le sang et le cerveau. Ça veut dire que je vais limiter l'accumulation de cette kynurénine au niveau de mon cerveau, et ça va pouvoir jouer, si c'est en chronique, pour diminuer les effets négatifs sur ma santé mentale de cette accumulation. Donc en fait, on a trop tendance à voir que cette masse musculaire, ce muscle, c'est qu'une histoire de dépense d'énergie, mais c'est pas que ça. C'est de l'autorégulation. C'est de l'autorégulation. Aujourd'hui, on parle de myokine, d'exerkine. Ce sont des facteurs qui sont produits par le muscle. Alors on ne connaît pas encore vraiment leurs effets. On ne connaît pas encore vraiment les conditions exactes de sécrétion, les intensités, etc. Il y a encore tout un champ de recherche là-dessus. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elles ont des récepteurs. Tous ces facteurs ont des récepteurs dans le cerveau, et c'est pas pour rien. Et à un moment donné, c'est hyper important de mobiliser cette masse musculaire. Et je te le dis parce que cette sédentarité a tendance pas seulement à limiter la dépense d'énergie, mais vraiment à limiter cette fonctionnalité musculaire et tous les bienfaits qu'il y a avec. Et aujourd'hui, tu me disais tout à l'heure, on peut avoir des gens qui cochent toutes les cases en termes de comportement d'activité physique, et qui pour autant peuvent avoir peut-être, est-ce qu'ils peuvent être sujets à des altérations de la santé mentale ou autre type de santé ? Oui, clairement. Dans le cadre de la chaire avec Assurance Prévention, on a conduit des études auprès de travailleurs du secteur tertiaire. Et on s'est rendu compte de quoi ? Que finalement, on a voulu faire de la... Bon, déjà, ils sont hyper sédentaires, hein, c'est du 7 à 8 heures au travail par jour passé assis. On sait qu'il faut rompre cette sédentarité. Énergétiquement, ça ne répond pas chez tout le monde, on pourrait y revenir dessus. Mais surtout, ce qui nous a intéressé, c'est qu'on a eu 2 stratégies dans nos études. La première, c'était de promouvoir l'activité physique. Donc, on a proposé, avec une grosse entreprise clermontoise, dans leurs entreprises, de l'activité physique. Et il s'avère que on s'est dit, c'est génial, on va pouvoir aller rompre cette sédentarité chez des gens qui en ont besoin. En fait, oui, dans une partie, mais chez les autres, ça a fait quoi ? Ça a simplement déplacé leur activité physique qu'ils avaient en dehors du travail, sur leur temps de travail. Ils ont vu une opportunité, entre la pause de midi et 2, d'avoir un accès aux salles d'activité, etc. Et donc d'avoir, soit de pouvoir s'entraîner plus pour certains, soit pour les autres d'avoir du temps plus qualitatif à la maison, etc., moins de stress. Par contre, ceux qui en avaient vraiment besoin sont moins impliqués dans ce type de programme. Et ce qu'on a montré avec ce programme, par contre, c'est que quel que soit le profil des gens plus ou moins actifs, on avait une amélioration de leur qualité de vie et de leur bien-être. On parle de santé mentale encore une fois, hein, mais pas au travail. Et ça, du coup, les employés ils disaient, attendez, comment c'est possible ? Les employeurs Les employeurs nous ont dit comment c'est possible, tu as raison. Et bien en fait, les employés, ça a amélioré leur santé mentale en dehors, leur bien-être en dehors et de manière générale. Par contre, ils étaient toujours confrontés aux problématiques professionnelles. Et du coup, on s'est dit, bon, l'activité physique en entreprise, les employeurs, ils vont nous dire, c'est pas top. Je rassure, il y a eu énormément d'autres bénéfices sur les arrêts de travail, sur la longueur des arrêts de travail, l'efficacité au travail. Effectivement que c'est super bénéfique. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que la chaire a conduit une étude qui s'appelle Remove. Et dans Remove, le but, c'était d'enlever, Remove, du temps de sédentarité avec du temps d'activité. Et donc, Thierry Guirado, qui a monté avec Laure Mess et Martine Duclos cette étude-là, ils ont demandé de pédaler 2 fois une demi-heure par jour sur des petits pédaliers qu'on met sous le bureau, sinon les bureaux actifs coûtent relativement très cher. Et ils se sont rendus compte de quoi ? Bénéfices cardio-métaboliques évidents. Mais surtout, ils se sont rendus compte de quelque chose de relativement intéressant, c'est que contrairement à l'activité physique sur le site de l'entreprise, qui n'améliorait pas le bien-être en entreprise, ne diminuait pas forcément le stress lié au travail, etc., la rupture de sédentarité, oui.
Donc ça veut dire qu'on avait bien toujours une amélioration sur l'ensemble du bien-être de l'individu, de l'employé, mais y compris. aussi au travail. Et c'est quand même là où on passe le plus de temps. Donc c'est relativement intéressant. Pourquoi est-ce que ça a marché ? Eh bien tout simplement parce qu'on a pu toucher, grâce à ces stratégies de rupture de sédentarité avec ces petits pédaliers, des gens qui n'étaient pas forcément actifs en dehors. Tous sont sédentaires, mais ils n'étaient pas forcément actifs en dehors. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Si je résume, finalement, il y a un mot-clé sur lequel on va revenir, c'est cette notion de rupture de sédentarité. Et on va peut-être, tu me corriges si je me trompe, décorréler de... Ok, en fait, il y a votre bloc de journée de sédentarité. Ouais. C'est une chose, et ça, dans la mesure du possible, il faudrait la casser. Et il y a ce que vous en faites en dehors, et c'est encore mieux si vous bougez en dehors. C'est un peu ça, c'est comme s'il y avait Ouais. ces deux temps. T'as complètement raison, même si nous on aime bien, c'est pour ça qu'on aime bien parler de mouvement et pas d'activité ou de sédentarité. Il y a la rupture de sédentarité, ça c'est clair, il faut à un moment donné se mettre en mouvement. Il y a des jolies études qui avaient montré, et notamment des études de la chaire et le projet Profile, mais ensuite avec des études d'Abdoul Doulo en Suisse. J'adore les noms que vous donnez à vos projets d'études, c'est toujours très stylé. Ouais, On croit des on titres... a les noms off et les noms officiels. Mais du coup, Profile, elle s'appelait comment en off? Profile, c'était bon. Mais du coup, si tu veux, dans cette étude, ce qui a été montré, et d'autres l'ont montré, Miles Chen, Doulo, etc., ont montré que quand, chez certaines personnes, on a environ 25-30% de la population, quand tu prends un bureau actif qui Donc, est juste Assis debout. assis debout, chez 25 à 30% de la population, tu vas pas modifier leurs dépenses d'énergie. C'est-à-dire qu'ils vont se lever, ils vont avoir de manière très transitoire une augmentation de la fréquence cardiaque, Quand ils vont se lever. et après ils vont redevenir sur ce qu'on appelle une position debout sédentaire. Parce statique. que pour eux, c'est facile d'être debout. Parce que leur métabolisme est capable de se mettre en économie d'énergie debout. Et c'est quand même 25%, 30% de la population. Et les travaux de Laurie Isacco ont bien montré, aussi bien chez des personnes, donc des employés du secteur tertiaire, dans Profile, mais aussi chez des adolescents avec obésité, elle a très bien montré ça, qu'il fallait se mettre en mouvement. C'est-à-dire que les bureaux assis debout, c'est très bien parce qu'ils permettent de passer debout, mais il y a une partie de la population qui ne va pas en tirer les bénéfices sur le temps debout. Donc, il faut simplement prendre des bureaux actifs. Question simple, est-ce qu'on sait ce qu'ils ont en commun, ces 25-30%? Est-ce que c'est des gens qui sont déjà actifs de leur côté pour qui la position debout est y a pas- simple? Est-ce que c'est de la génétique? Les résultats sont sortis il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas d'effet du niveau d'activité physique ni du sexe. D'accord. Donc, on en sait fait, pas. on sait pas. On ne sait pas. On sait pas ce qu'ils ont en commun, mais il y en a pour qui Non. juste être debout, c'est pas considéré comme du mouvement. Enfin, Exactement. c'est pas considéré comme du On sait mouvement. pas. Mais il faut faire attention avec ces bureaux actifs parce que tout le monde va nous dire ouais, c'est hyper difficile d'utiliser des bureaux actifs. Parce que les bureaux actifs aujourd'hui, c'est quoi ? C'est soit les pédaliers, soit le vélo bureau, soit les tapis bureaux. Très sincèrement, le vélo bureau, j'adore raconter cette anecdote de Julien, mon collègue de bureau, qui me dit j'ai corrigé pendant 4 heures, regarde sur le vélo bureau qu'on a. En fait, il a corrigé pendant 4 heures, mais au bout de 3 minutes, il avait arrêté de pédaler. Mais il s'en est pas rendu compte. Pourquoi ? Encore une fois, on a cette notion de mise en danger. Pas mis en danger le mec. Pourquoi j'irais dépenser de l'argent ? En plus, je suis concentré sur ma tâche cognitive. Du coup, on leur a mis des ours derrière en cage. Donc non, j'aurais dû. Non, pour le coup, par contre, ce qui est intéressant, c'est que sur les tapis bureaux, alors ça prend un peu plus de place, mais là, si tu arrêtes de marcher, tu tombes. Et il y a des études qui ont montré de manière assez intéressante, les gens vont nous dire ouais, mais moi, je peux pas marcher et travailler en même temps. Ouais, seulement en dessous de 3 km/h, 2,8 km/h, notre cerveau va déléguer la commande motrice à des plaques qui sont vers le rachis. C'est-à-dire qu'il va dire attends, ça c'est automatique, c'est facile, va pas y avoir trou, ce qu'on appelle la fameuse veille de surface dans la rue où tu regardes ton téléphone et tout à coup t'avais pas vu, il y a un trou, tu t'arrêtes. Là, va pas y avoir trou, tout va bien se passer. Il délègue au rachis, donc il peut se concentrer sur la tâche et tu t'arrêtes pas de marcher. Donc en fait, même sur ces stratégies de rupture de sédentarité, il y a énormément de choses à regarder et à faire, et le mot-clé c'est que c'est il y a une variabilité inter-individuelle. Mais la conclusion que je voulais avoir, parce que je suis parti un peu loin, mais c'était de dire, aujourd'hui, il faut regarder le profil activité-sédentarité. Il y a une superbe étude de Penguin en 2012, je crois. Ils avaient montré que, finalement, ils avaient pris des gens, un nombre, plusieurs milliers de personnes, et ils les ont divisés en actifs, inactifs, ou plus actifs, moins actifs. Et à l'intérieur, ils ont divisé en plus ou moins sédentaires. Je crois que c'était de 2 à 8 heures d'écran minimum par jour en quartile. Et ils ont montré que finalement, même des gens qui étaient dans le groupe plus actif pouvaient avoir les mêmes risques de morbimortalité que des gens qui étaient moins actifs à cause de leur sédentarité. Et ça, c'est très bien montré aujourd'hui. La sédentarité, c'est la première étape. Il faut continuer de promouvoir l'activité physique. Par contre, finalement, mettre les gens en mouvement,
c'est déjà rompre leur sédentarité. Au bout de combien de temps tu nous recommandes de rompre la sédentarité ? Je suis assis, je suis au boulot, je suis en télétravail. Au bout de combien de temps je devrais bouger ? Les études sont variables, mais globalement, si on pouvait toutes les heures rompre la sédentarité, ça serait bien. Donc toutes les heures. Et pendant combien de temps ? Il y a certaines études qui avaient montré au tout début, c'était dans les années 2010-2011, c'était Sanders là au Canada, ils avaient montré que quand tu réduis, déjà quand tu coupes et que tu te mets en mouvement pendant 2 minutes toutes les heures, tu arrives en chronique à réduire de 10 à 12% des risques d'insulino-résistance, etc. Donc c'est vraiment tout bête, Donc, mais on le fait pas. ok. Donc c'est en effet pas complètement con de bouger 2 minutes toutes les Non. heures. Ouais. À quel niveau d'intensité ? Là, Est-ce on que parle si de je fais- rupture de sédentarité. hein. Si, donc je me lève, je descends les 3 étages dans ma boîte, ou je suis en télétravail, je fais 20 squats, c'est cohérent, c'est de la merde, je suis- Là, on parle de rupture de sédentarité. Le but, c'est pas d'aller faire de l'exercice physique. Le but, c'est d'aller casser la sédentarité, donc simplement d'activer le métabolisme. Je me lève, je me mets en mouvement, même si c'est à faible intensité. Il y a tout qui est en train de se mettre en place. Je vais dépenser un peu plus d'énergie, je vais amorcer un peu la machine du mouvement, et ça va me permettre de casser un peu cette sédentarité. Au-delà de casser sa sédentarité, donc tu l'as dit finalement pour le muscle, ça a des bénéfices sur la santé mentale de casser cette sédentarité-là ? Ouais, et effectivement, c'est très clair. Encore une fois, je vais pas rentrer dans les mécanismes. On a parlé tout à l'heure de PGA5 alpha, etc. Ah, moi j'adore, quand tu rentres dans les mécanismes, t'as c'est- tes yeux qui Non, mais- brillent. Moi, j'adore. Et après, de la même manière, tu as des aires du cerveau qui vont... La sédentarité, il y a certaines études de neurophysio qui montrent que en fonction de mon niveau de sédentarité, de mon temps de sédentarité, je vais avoir une hypoactivation ou une diminution, j'aime pas dire hypo, mais au moins une diminution de l'activation de mon cortex cérébral, de la communication entre les neurones, etc. Donc, à un moment donné, oui, la sédentarité va avoir un effet aussi, puisqu'on sait que ma santé mentale dépend de ce qu'on appelle cette flexibilité cognitive, là, au niveau de l'efficacité cognitive, d'être capable de rapidement prendre des décisions, dire bonjour, etc. Et ça, c'est super important. Donc, je dis pas que l'activité physique de faible intensité a été montrée, j'en sais rien, j'ai pas envie de vous dire des bêtises, a été montrée comme améliorant l'activation de ce cortex. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la sédentarité a été montrée comme diminuant cette activation. Donc si je la romps de manière assez conclusive, on devrait avoir des effets bénéfiques. Tu as dit un truc tout à l'heure que je trouve assez intéressant. Tu as fait le lien entre mon niveau de réactivité et ma santé mentale. Est-ce que ça va dans les deux sens ? Ce que je veux dire, je suis peut-être un gros boomer, mais parfois j'ai l'impression que des gens qui ont du mal à être réactifs, qui sont assez hypo-émotionnels sur leur visage, qui finalement, quand il y a une situation drôle, rient pas vraiment, quand il y a une situation triste, ne montrent pas grand-chose, ont du mal à réagir, ou quand tu leur poses des questions, tu sens vraiment qu'ils ont deux temps. Est-ce que, c'est un signe de problématiques liées à la santé mentale, et est-ce que s'auto-entretenir dans cette hypo-élastibilité entretient les problématiques de santé mentale ? Je pense qu'il faut peut-être différencier, et encore une fois, là on touche à un sujet où je vais plus donner mon avis qu'autre chose. Faut différencier la réactivité et l'expressivité. Tu sais, les gens qui sont hyper expressifs ne sont pas forcément non plus les plus heureux. Des fois, ils cachent quelque chose derrière aussi. Donc je pense qu'il faut faire très attention. Tu as des gens qui sont juste en train d'apprécier le moment pour eux, et ils sont très heureux comme ça, et ils n'ont pas besoin d'être expressif. C'est très culturel aussi. Et ça peut être très culturel aussi, on le voit en fonction pays, pas faire stigmatisation, Oui, pays mais nordiques il y a des pays ou pas, qui sont très etc. exponentiels et d'autres pays qui Exactement. Donc là-dessus, je me prononcerai pas plus, je mets juste un petit curseur tu de fais bien. attention sur expressivité, réactivité, parce qu'on n'est pas sûr que le manque de réactivité, d'expression, que nous on traduit par de la réactivité, soit vraiment un symptôme, ou en tout cas une conclusion, une conséquence, j'ai envie de dire, d'une altération de la santé mentale, ou simplement de l'efficacité cérébrale. Et donc, il y avait une question que je t'avais posée tout à l'heure, parce que c'est ce à quoi ça me fait penser, sur plutôt un profil de jeunes, en effet, pour le coup, qui sont très réguliers à la salle de sport. Ils y vont 4-5 fois par semaine. La bouffe, c'est bien. Et pour le coup, ils collent vraiment aux recos, tu vois, de manière très scolaire, quoi. Les recos, ils les appliquent bien. Parfois, ils les appliquent un peu trop, mais à l'intérieur, ils ne sont pas très heureux. Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer à eux ? Qu'est-ce qu'on a comme explication ? J'ai pas d'explication, et je me garderai bien de leur proposer quoi que ce soit, mais se poser la question de pourquoi ils sont aussi scolaires dans leurs recos, qu'elles soient nutritionnelles
ou d'activité physique? Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi by the book? En fait, c'est ça la question. Je mets juste un disclaimer avant que tu répondes. La raison pour laquelle tu ne te prononces pas, c'est parce que tu es chercheur et pas forcément psychothérapeute ou Ouais, psychologue. voilà. C'est pour ça. Et puis parce que quand je sais pas, je dis pas, même si j'ai ma carte ventilateur dans la poche. Donc, du coup, non, je pense qu'il faut surtout se poser. Si je prends simplement ce que je touche un peu du doigt dans mes recherches et dans les travaux que conduit l'équipe, c'est pourquoi est-ce qu'ils en sont là. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on suit. De la même manière qu'on a des difficultés à faire suivre des recommandations, même adaptées individuellement, à des patients ou des gens complètement inactifs qui n'ont pas de pathologie, etc. Ben de la même manière, se poser la question de pourquoi est-ce qu'ils suivent ça. C'est un peu l'idée qu'on avait tout à l'heure entre mon Tupperware avec une alimentation super équilibrée et mon entraînement. Est-ce que c'est un outil pour quelque chose d'autre? C'est peut-être ça qui les rend finalement heureux à l'instant T. Est-ce que pour autant s'enfermer aujourd'hui, on parle de santé mentale, je rappelle qu'en 48 c'était santé physique, mentale et sociale, et qu'à un moment donné l'aspect social va impacter notre santé mentale aussi inéluctablement. Donc si on s'enferme trop, alors on parle souvent d'orthorexie pour l'alimentation, etc. Moi j'ai pas peur d'utiliser le mot d'orthorexie pour l'activité physique aussi, ça me pose pas de problème de dire voilà, on est vraiment hyper picky dans tout, on fait attention à tout, etc. Tant que ça n'empiète pas sur notre santé mentale et sociale, c'est cool. Le jour où ça commence à poser des difficultés, il faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on est là-dedans. Tu parles du social et après j'aimerais qu'on finisse sur la troisième partie, vraiment sur les solutions que tu proposes, Ouais. parce que finalement on a donné beaucoup de théories. Est-ce que dans la recherche, vous voyez vraiment une différence par rapport aux réseaux sociaux et donc forcément au changement que les réseaux sociaux ont induit dans nos normes sociales, dans notre vie sociale? Ouais, alors c'est difficile d'en parler alors on est aussi en train de faire du contenu pour les réseaux sociaux. Néanmoins, dans les réseaux sociaux, il y a tout, comme pour toutes les dimensions. De toute façon, il y a du bon et du moins bon, et il y a surtout du très mauvais aussi. Il y a un chiffre, moi, qui m'épate. On fait un rapport d'activité sur l'activité physique et la sédentarité des enfants. C'était tous les 2 ans, ça passe tous les 4 ans, c'est un rapport international et la France s'y positionne. Et la France a mené une enquête. L'Observatoire national de l'activité et de la sédentarité avec la chaire et assurance prévention, on a monté une enquête qui était de dire aux adolescents, quelle est votre utilisation des écrans à travers les réseaux sociaux et quel est l'impact d'après vous. Et on a quand même 50%, moi je trouve que c'est énorme, donc s'il y en a 50% qui l'admettent, on peut taper sur un bon 75% dans la réalité, quoi. Il y en a quand même 50% des jeunes filles aux alentours de 15 ans qui admettent que l'utilisation de ces réseaux sociaux a un impact négatif sur leur santé mentale. Elles l'admettent. Elle le déclare. Donc, oui, il y a une forme de renfermement à travers ces réseaux sociaux, etc. Et puis surtout, il y a quand même un paquet de bullshit qui est véhiculé aussi. Et nous, dans le domaine plus de l'activité physique, entre guillemets, on a énormément peur de... Tu parlais tout à l'heure de ceux qui sont dans l'excès. Il y en a qui sont très bons, qui savent très bien faire les choses, leur entraînement, leur alimentation. Mais j'aimerais revenir sur le fait que c'est pas adapté à tous. C'est pas parce que ça marche pour eux et que eux s'épanouissent là-dedans que ça marche pour les autres. Et la plus grosse peur, c'est que les gens se mettent là-dedans. Il y a un truc qui est important, c'est qu'il y a la notion d'activité physique santé, d'activité physique adaptée. Et ce sont des professionnels de l'activité physique adaptée, pas des coachs sportifs, qui pour la plupart sont excellents. Moi, mes étudiants en activité physique adaptée, souvent je leur dis, vous feriez bien d'aller passer un diplôme à côté de coach sportif ou un BPAPT ou etc. Pourquoi ? Parce qu'ils sont excellents en animation, ils ont une très bonne culture sur l'anatomie, connaissances, etc. Mais attention, c'est pas le cas pour tout le monde sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup David, franchement c'est hyper passionnant. Je pense que vous pouvez nous le dire en commentaire si jamais vous voulez que David revienne sur un épisode 2. Franchement moi j'ai trouvé que c'était passionnant et surtout je sens que tu en as gardé sous la pédale parce que sinon tu pourrais nous tenir pendant 4 heures. Mais la promesse était quand même d'avoir finalement un rappel. On a mélangé un peu le point 1 et 2 parce que forcément si on parle de physio, on parle de dysfonction. Mais sur les solutions que tu nous proposes David, si je résume, je me fais un peu l'avocat du diable. Qu'est-ce que j'ai retenu de ce que tu nous as donné aujourd'hui ? Casser la sédentarité, peut-être toutes les heures, juste 2 minutes pour avoir de l'activité, pour avoir du mouvement. Globalement, le mouvement en créant de la masse musculaire va être bénéfique sur toutes les strates de ma vie, sur tous mes métabolismes, que ce soit de mon tissu adipeux, de mon tissu osseux, de ma santé mentale. J'aimerais qu'on aille plus loin dans cette promesse, David. Et pour le coup, je vais te contraindre
peut-être à moins me donner d'explications, que tu nous garderas pour un épisode 2. Mais ton playbook, qu'est-ce que j'en garde tout ça, David? Tes recommandations, je peux te la demander ou pas, ou c'est relou? Non, il y a aucun problème. La recommandation que je vais avoir, si je la fais un peu formelle, c'est attention à la variabilité interindividuelle. Les recommandations sont basées sur des données épidémiologiques, de santé publique, et il faut arriver à se situer là-dedans. Il y a des professionnels pour nous accompagner, etc. Oui, il faut rompre la sédentarité. Je pense qu'aujourd'hui, on parle de prévention, hein, assurance prévention, chère santé en mouvement, tout ça, c'est la prévention, qu'elle soit primaire ou secondaire, un peu tertiaire dans nos travaux aussi. La prévention, aujourd'hui, passe par cette rupture de sédentarité, tu l'as excessivement bien dit, et moi je me bats pour dire, n'oubliez pas la promotion de l'activité physique, mais commençons par la rupture de sédentarité. C'est un comportement, la sédentarité. Changer les comportements, c'est hyper dur, mais c'est de toutes petites choses. C'est l'ascenseur, l'escalier. Alors les gens vont dire, ouais super, on est en 2025, il vient sur une chaîne pour nous dire de prendre l'escalier. Ça fait 20 ans qu'il fait de la recherche pour nous dire de prendre l'escalier. Mais finalement, Aristote avait raison et on le fait toujours pas, donc il faut bien que quelqu'un continue à le dire, quoi. C'est un peu compliqué comme ça. Ouais, je peux te donner d'autres exemples, hein. C'est des activités de la vie complètement quotidienne, des activités domestiques, c'est bricoler, promener son chien, les balades en famille, c'est le jardinage notamment. Alors c'est un peu un stéréotype pour les personnes âgées, mais de dire bah ouais, s'occuper de son jardin, bah pour elle c'est un effort qui est relativement intéressant à mettre en place. Donc toutes ces activités domestiques et quotidiennes sont absolument à considérer. Moi j'ai une petite astuce là-dessus, elle est assez simple, mais je trouve que mentalement, elle m'a aidé énormément à casser cette sédentarité. C'est j'ai la chance de monter les escaliers. J'ai la chance de descendre une station de métro avant pour marcher. J'ai la chance de faire mon jardin. J'ai la chance de faire des travaux chez moi. J'ai la chance d'aller marcher avec mes enfants. Je ne vous parle pas forcément de vous avez eu un drame et vous n'êtes plus capable, mais je trouve que ça stimule en même temps la gratitude de se dire en fait, je construis mon bonheur juste dans le fait de faire et d'avoir des petits instants présents. Et en même temps, ça passe au travers du mouvement. Et je trouve qu'à partir, ou pareil, parfois je me le dis, j'ai la chance de pouvoir manger des légumes. C'est tout bête, tu vois, très peu de gens n'ont pas la chance de manger des légumes, mais ok, mais je les ai là, j'ai la chance de. Et je trouve qu'à partir du moment où j'ai un peu hacké mon cerveau à ressentir de la gratitude dans des choses très très simples de la vie, ça me donne un peu le double effet qui se coule, non seulement de les faire, et de les faire avec plaisir, plutôt que de les vivre systématiquement comme une contrainte. Ouais, mais je pense qu'on sous-estime beaucoup cette chance-là, parce qu'à la fois c'est une chance, c'est clair, parce qu'on a fait ce qu'il fallait avant. Exactement. Mais c'est aussi un outil pour pouvoir continuer de le faire. Il faut savoir que l'espérance de vie augmente, mais l'espérance de vie en bonne santé diminue. Donc on va vivre plus longtemps, mais plus longtemps en mauvaise santé. Et le fait d'avoir cette chance quotidienne de bouger, on le répète, hein, jardinage, monter les escaliers, bricolage, bête, le chien, mais en fait ce sont des outils pour justement reculer la durée d'opportunité de ces chances-là. Et c'est relativement important de se dire que tous ces petits pas au quotidien, c'est des pas de plus que je pourrais faire plus tard. Je vais finir sur cette métaphore, j'adore celle-là. C'est ce que je porte aujourd'hui, c'est ce que je n'aurai pas besoin de porter demain. C'est ça, alors que ça me donnera quand même la capacité de le porter si j'en ai besoin. Exactement. Tu vois, j'avais cette métaphore quand j'étais avec ma mère et puis je devais porter des courses. Et ma mère me disait, t'es sûr que tu veux tout porter? Je dis, bah ouais, parce qu'en fait, ce que je porte aujourd'hui, ça va développer et entretenir ma capacité de le porter demain. Ouais. C'est peut-être dur aujourd'hui, mais c'est ce qui permet que ce soit plus facile. C'est un investissement. C'est un investissement. Gratuit. Et moi, ma recommandation principale en termes de prévention, c'est vraiment essayer juste de le faire au moins aussi bien qu'hier. Et si on peut mettre un pas de plus, c'est top. David, merci. Merci à toi. Franchement, c'était hyper intéressant. Je te jure que c'était vraiment passionnant. Je sais qu'avant d'enregistrer l'épisode, tu avais un peu peur de parfois trop en dire et je t'ai dit, lâche-toi David. Franchement, ici, les gens qui regardent ce format-là, c'est ce qu'ils ont en attente. N'est-ce pas les gars? Je pense que c'est ça. C'est juste, donne-moi de la matière pour comprendre, pour voir à quel point le corps est fascinant, de comprendre que même un mec comme toi qui a fait 20 ans d'études, il connaît ses limites et il sait quels sont les champs d'application et de voir cette passion surtout. Moi, c'est ça que je garde le plus de toi, David. Merci à toi. Tu reviens quand tu veux. N'hésitez Avec pas plaisir. Pour le référencement à nous dire on veut un épisode 2 avec David. Je sais qu'il y a beaucoup d'experts vous demander des épisodes 2, mais là, franchement, David, c'était trop bien. Si jamais les gens veulent te retrouver, est-ce que tu existes sur des réseaux sociaux ou même pas? Je suis nul, je crois que mon max a été atteint aujourd'hui pour les réseaux sociaux. Donc ouais, il y a LinkedIn qui doit traîner. Ouais. Bon, bah, on mettra un LinkedIn si c'est OK pour toi. Pas de souci. Et tu fais aussi Avec parfois plaisir. des conférences ou Ouais, bien sûr. ce genre de choses-là.
Merci David. À la prochaine. Merci à toi et ton équipe, à la prochaine. Avec plaisir. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous voulez aller plus loin, les recos de David, et ce ne sont pas les miennes, il avait beaucoup aimé celle-ci avec le docteur Emily Stenbach sur le lien entre la nutrition et la santé mentale. Et il m'a avoué avoir aimé celle-ci avec Cyrus North sur l'adaptation hédonique et sur le plaisir. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.